Histoire extraordinaire, écrite par Edgar Allan Poe, traduction par Charles Baudelaire, lu par Équilivre, livre audio. Le canard au ballon. Étonnante nouvelle, par exprès, via Norfolk, l'Atlantique traversé en 3 jours, triomphe signalé de la machine volante de M. Monck-Mason, arrivé à l'île de Sullivan, près Charleston, S.C., de messieurs Mason, Robert, Holland, Hanson, Harrison Ainsworth et 4 autres personnes par le ballon dirigeable Victoria après une traversée de 65 heures d'un continent à l'autre. Détails circonstanciés du voyage. Le jeu d'esprit ci-dessous avec l'entête qui précède en magnifique capitale soigneusement émaillée de points d'admiration fut publié primitivement comme un fait positif dans le New York Sun, feuille périodique, et y remplit complètement le but de fournir un aliment indigeste aux insatiables badauds durant les quelques heures d'intervalle entre 2 courriers de Charleston. La cohue qui se fit pour se disputer le seul journal qui eut les nouvelles fut quelque chose qui dépasse même le prodige, et en somme, si comme quelques-uns l'affirment, le Victoria n'a pas absolument accompli la traversée en question, il serait difficile de trouver une raison quelconque qui l'eût empêché de l'accomplir. Le grand problème est à la fin résolu. L'air, aussi bien que la terre et l'océan, a été conquis par la science et deviendra pour l'humanité une grande voie commune et commode. L'Atlantique vient d'être traversé en ballon, et cela sans trop de difficultés, sans grand danger apparent, avec une machine dont on est absolument maître, et dans l'espace inconcevablement court de 65 heures d'un continent à l'autre. Grâce à l'activité d'un correspondant de Charleston, nous sommes en mesure de donner les premiers au public un récit détaillé de cet extraordinaire voyage qui a été accompli, du samedi 6 du courant, à 4 heures du matin, au mardi 9 du courant, à 2 heures de l'après-midi, par Sir Everard Bringhurst, Monsieur Osborne, un neveu de Lord Bentinck, messieurs Monck-Mason et Robert Holland, les célèbres aéronautes, Monsieur Harrison Ainsworth, auteur de Jack Sheppard, etc. Monsieur Hanson, inventeur du malheureux projet de la dernière machine volante, et 2 marins de Woolwich. En tout, 8 personnes. Les détails fournis ci-dessous peuvent être considérés comme parfaitement authentiques et exacts sous tous les rapports puisqu'ils sont, à une légère exception près, copiés mot à mot d'après les journaux réunis de messieurs Monck-Mason et Harrison Ainsworth, à la politesse desquels notre agent doit également bon nombre d'explications verbales relativement au ballon lui-même, à sa construction et à d'autres manières d'un haut intérêt. La seule altération dans le manuscrit communiqué a été faite dans le but de donner au récit hâtif de notre agent, M. Forsyth, une forme suivie et intelligible. Le ballon. 2 insuccès notoires et récents, ceux de M. Hanson et de Sir George Cayley, avaient beaucoup amorti l'intérêt du public relativement à la navigation aérienne. Le plan de M. Hanson, qui fut d'abord considéré comme très praticable même par les hommes de science, était fondé sur le principe d'un plan incliné, lancé d'une hauteur par une force intrinsèque, créée et continuée par la rotation de palettes semblables, en forme et en nombre, aux ailes d'un moulin à vent. Mais dans toutes les expériences qui furent faites avec des modèles à l'Adelaide Gallery, il se trouva que l'opération de ces ailes non seulement ne faisait pas avancer la machine, mais empêchait positivement son vol. La seule force propulsive qu'elle ait jamais montrée fut le simple mouvement acquis par la descente du plan incliné, et ce mouvement portait la machine plus loin quand les palettes étaient au repos que quand elles fonctionnaient. Fait qui démontrait suffisamment leur inutilité, et en l'absence du propulseur qui lui servait en même temps d'appui, toute la machine devait nécessairement descendre vers le sol. Cette considération induisit Sir George Cayley à ajuster un propulseur à une machine qui aurait en elle-même la force de se soutenir, en un mot, à un ballon. L'idée, néanmoins, n'était nouvelle ou originale chez Sir George qu'en ce qui regardait le mode d'application pratique.
Il exhiba un modèle de son invention à l'Institution polytechnique. La force motrice ou principe propulseur était ici encore attribuée à des surfaces non continues, ou ailes tournantes. Ces ailes étaient au nombre de 4, mais il se trouva qu'elles étaient totalement impuissantes à mouvoir le ballon ou à aider sa force ascensionnelle. Tout le projet, dès lors, n'était plus qu'un four complet. Ce fut dans cette conjecture que M. Monck Mason, dont le voyage de Douvres à Weilbourg sur le ballon de Nassau excita un si grand intérêt en 1837, eut l'idée d'appliquer le principe de la vis d'Archimède au projet de la navigation aérienne, attribuant judicieusement l'insuccès des plans de M. Henson et de Sir George Cayley à la non-continuité des surfaces dans l'appareil des roues. Il fit sa première expérience publique à Willis Rooms, puis plus tard porta son modèle à l'Adélaïde Gallery. Comme le ballon de Sir George Cayley, le sien était un ellipsoïde. Sa longueur était de 13 pieds 6 pouces, sa hauteur de 6 pieds 8 pouces. Il contenait environ 320 pieds cubes de gaz, qui, si c'était de l'hydrogène pur, pouvait supporter 21 livres aussitôt après qu'il était enflé, avant que le gaz n'eût eu le temps de se détériorer ou de fuir. Le poids de toute la machine et de l'appareil était de 17 livres, donnant ainsi une économie de 40 livres environ. Au centre du ballon, en dessous, était une charpente de bois fort léger, longue d'environ 9 pieds et attachée au ballon par un réseau de l'espèce ordinaire. À cette charpente était suspendue une corbeille ou nacelle d'osier. La vis consiste en un axe formé d'un tube de cuivre creux, long de 6 pouces, à travers lequel, sur une spirale inclinée à un angle de 15 degrés, passe une série de rayons de fil d'acier, longs de 2 pieds, et se projetant d'un pied de chaque côté. Ces rayons sont réunis à leur extrémité externe par 2 lames de fil métallique aplaties, le tout formant ainsi la charpente de la vis, qui est complétée par un tissu de soie huilé coupé en pointe et tendu de manière à présenter une surface passablement lisse. Au debout de son axe, cette vis est surmontée par des montants cylindriques de cuivre descendant du cerceau. Au bout inférieur de ces tubes sont des trous dans lesquels tournent les pivots de l'axe. Du bout de l'axe, qui est le plus près de la nacelle, part une flèche d'acier qui relie la vis à une machine à levier fixée à la nacelle. Par l'opération de ce ressort, la vis est forcée et tournée avec une grande rapidité, communiquant à l'ensemble un mouvement de progression. Au moyen du gouvernail, la machine pouvait aisément s'orienter dans toutes les directions. Le levier était d'une grande puissance, comparativement à sa dimension, pouvant soulever un poids de 45 livres sur un cylindre de 4 pouces de diamètre après le premier tour, et davantage à mesure qu'il fonctionnait. Il pesait en tout 8 livres 6 onces. Le gouvernail était une légère charpente de roseau recouverte de soie, façonnée à peu près comme une raquette, de 3 pieds de long à peu près, et d'1 pied dans sa plus grande largeur. Son poids était de 2 onces environ. Il pouvait se tourner à plat et se diriger en haut et en bas, aussi bien qu'à droite et à gauche, et donner à l'aéronaute la faculté de transporter la résistance de l'air, qu'il devait, dans une position inclinée, créer sur son passage, du côté sur lequel il désirait agir, déterminant ainsi, pour le ballon, la direction opposée. Ce modèle que, faute de temps, nous avons nécessairement décrit d'une manière imparfaite, fut mis en mouvement dans l'Adélaïde Gallery, où il donna une vélocité de 5 miles à l'heure, et chose étrange à dire, il n'excita qu'un mince intérêt en comparaison de la précédente machine compliquée de M. Henson, tant le monde est décidé à mépriser toute chose qui se présente avec un air de simplicité. Pour accomplir le grand désidératum de la navigation aérienne, on supposait généralement l'application singulièrement compliquée de quelques principes extraordinairement profonds de dynamique. Toutefois, M. Mason était tellement satisfait du récent succès de son invention qu'il résolut de construire immédiatement, s'il était possible, un ballon d'une capacité suffisante pour vérifier le problème par un voyage de quelque étendue. Son projet primitif était de traverser la Manche. Comme il avait déjà fait avec le ballon le Nassau, pour favoriser ses vues, il sollicita et obtint le patronage de Sir Everard Bringhurst et de M. Osborne,
deux gentlemen bien connus pour leur lumière scientifique et spécialement pour l'intérêt qu'ils ont manifesté pour les progrès de l'aérostation. Le projet, selon le désir de M. Osborne, fut soigneusement caché au public. Les seules personnes auxquelles il fut confié furent les personnes engagées dans la construction de la machine, qui fut établie sous la surveillance de messieurs Mason, Holland, de Sir Everard Bringhurst et de M. Osborne, dans l'habitation de ce dernier, près de Penstruth Hall, dans le pays de Galles. M. Hanson, accompagné de son ami M. Ainsworth, fut admis à examiner le ballon samedi dernier, après les derniers arrangements pris par ces messieurs pour être admis à la participation de l'entreprise. Nous ne savons pas pour quelle raison ces deux marins firent aussi partie de l'expédition, mais dans un délai d'1 ou 2 jours, nous mettrons le lecteur en possession des plus minutieux détails concernant cet extraordinaire voyage. Le ballon est fait de soie recouverte d'un vernis de caoutchouc. Il est conçu dans de grandes proportions et contient plus de 40 000 pieds cubes de gaz. Mais comme le gaz de houille a été employé préférablement à l'hydrogène dont la trop grande force d'expansion a des inconvénients, la puissance de l'appareil quand il est parfaitement gonflé, et aussitôt après son gonflement, n'enlève pas plus de 2500 livres environ. Non seulement le gaz de houille est moins coûteux, mais on peut se le procurer et le gouverner plus aisément. L'introduction de ce gaz dans les procédés usuels de l'aérostation est due à M. Charles Green. Avant sa découverte, le procédé du gonflement était non seulement excessivement dispendieux, mais peu sûr. On a souvent perdu 2 ou même 3 jours en efforts futiles pour se procurer la quantité suffisante d'hydrogène pour un ballon, d'où il y avait toujours une tendance à fuir, grâce à son excessive subtilité et à son affinité pour l'atmosphère ambiante. Un ballon assez bien fait pour tenir sa contenance de gaz de houille intacte, en qualité et en quantité pendant 6 mois, ne pourrait pas conserver 6 semaines la même quantité d'hydrogène dans une égale intégrité. La force du support étant estimée à 2500 livres et les poids réunis de 5 individus seulement à 1200 environ, il restait un surplus de 1300, dont 1200 étaient prises par le lest, répartis en différents sacs, dont le poids était marqué sur chacun par les cordages, les baromètres, les télescopes, les barils contenant les provisions pour une quinzaine, les barils d'eau, les porte-manteaux, les sacs de nuit et divers autres objets indispensables, y compris une cafetière à faire bouillir le café à la chaux pour se dispenser totalement de feu, si cela était jugé prudent. Tous ces articles, à l'exception du lest et de quelques bagatelles, étaient appendus au cerceau. La nacelle est plus légère et plus petite à proportion que celle qui la représente dans le modèle. Elle est faite d'un osier fort léger et singulièrement forte pour une machine qui a l'air si fragile. Elle a environ 4 pieds de profondeur. Le gouvernail diffère aussi de celui du modèle en ce qu'il est beaucoup plus large et que la vis est considérablement plus petite. Le ballon est en outre muni d'un grappin et d'un guide-rope, ce dernier étant de la plus indispensable utilité. Quelques mots d'explication seront nécessaires ici pour ceux de nos lecteurs qui ne sont pas versés dans les détails de l'aérostation. Aussitôt que le ballon quitte la Terre, il est sujet à l'influence de 1000 circonstances, qui tendent à créer une différence dans son poids, augmentant ou diminuant sa force ascensionnelle. Par exemple, il y a parfois sur la soie une masse de rosée qui peut aller à quelques centaines de livres. Il faut alors jeter du lest. Sinon, l'aérostat descendra. Ce lest jeté et un bon soleil vaporisant la rosée et augmentant la force d'expansion du gaz dans la soie, le tout montera de nouveau très rapidement. Pour modérer notre ascension, le seul moyen est, ou plutôt était, jusqu'au guide-rope inventé par M. Charles Green, la faculté de lui faire échapper du gaz par une soupape. Mais la perte du gaz impliquait une déperdition proportionnelle de la force d'ascension. Si bien que dans un laps de temps comparativement très bref, le ballon le mieux construit devait nécessairement épuiser toutes ses ressources et s'abattre sur le sol. C'était là le grand obstacle au voyage un peu long. Le guide-rope remédie à la difficulté de la manière la plus simple du monde. C'est simplement une très longue corde que l'on laisse traîner hors de la nacelle, et dont l'effet est d'empêcher le ballon de changer de niveau à un degré sensible. Si par exemple la soie est chargée d'humidité, et conséquemment la machine commence à descendre,
Il n'y a pas de nécessité de jeter du lest pour compenser l'augmentation du poids, car on y remédie ou on la neutralise dans une proportion exacte, en déposant à terre autant de longueur de corde qu'il est nécessaire. Si au contraire quelques circonstances amènent une légèreté excessive et une ascension précipitée, cette légèreté sera immédiatement neutralisée par le poids additionnel de la corde qu'on ramène de terre. Ainsi, le ballon ne peut monter ou descendre que dans des proportions très petites, et ses ressources en gaz et en lest restent à peu près intactes. Quand on passe au-dessus d'une étendue d'eau, il devient nécessaire d'employer de petits barils de cuivre ou de bois remplis d'un lest liquide plus léger que l'eau. Ils flottent et remplissent l'office d'une corde sur la terre. Un autre office très important du guide-rope est de marquer la direction du ballon. La corde drague, pour ainsi dire, soit sur terre, soit sur mer, quand le ballon est libre. Ce dernier, conséquemment, toutes les fois qu'il marche, est en avance. Ainsi, une appréciation faite au compas des positions des deux objets indiquera toujours la direction. De la même façon, l'angle formé par la corde avec l'axe vertical de la machine indique la vitesse. Quand il n'y a pas d'angle, en d'autres termes, quand la corde descend perpendiculairement, c'est que la machine est stationnaire. Mais plus l'angle est ouvert, c'est-à-dire plus le ballon est en avance sur le bout de la corde, plus grande est la vitesse, et réciproquement. Comme le projet des voyageurs dans le principe était de traverser le canal de la Manche et de descendre aussi près de Paris qu'il serait possible, ils avaient pris la précaution de se munir de passeports, visés pour toutes les parties du continent, spécifiant la nature de l'expédition, comme dans le cas du voyage sur le Nassau, et assurant aux courageux aventuriers une dispense des formalités usuelles de bureau. Mais des événements inattendus rendirent les passeports superflus. L'opération du gonflement commença fort tranquillement samedi matin, 6 au courant. Au point du jour, dans la grande cour de Will Worhouse, résidence de M. Osborne, à 1 mile environ de Penstruth Hall, dans la Galles du Nord, et à 11h07, tout étant prêt pour le départ, le ballon fut lâché et s'éleva doucement, mais constamment dans une direction presque sud. On ne fit point usage pendant la première demi-heure de la vis ni du gouvernail. Nous nous servons maintenant du journal tel qu'il a été transcrit par M. Forsyth, d'après les manuscrits réunis de messieurs Monk, Mason et Ainsworth. Le corps du journal, tel que nous le donnons, est de la main de M. Mason, et il a été ajouté un post-scriptum ou appendice de M. Ainsworth, qui a en préparation et donnera très prochainement au public un compte-rendu plus minutieux du voyage, et sans aucun doute d'un intérêt saisissant.